Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors je présente rapidement nos intervenants parce qu'en fait le format est à la fois long et à la fois court. Je vais déjà commencer par enlever mon masque puisque quand on prend la parole on enlève le masque et on remet le masque après. À côté de moi il y a Laurence Mine, chef de projet ZEV au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Elle prendra la parole tout à l'heure. Nous avons à ses côtés Éric Boudot, directeur de GCK. Aux côtés de M. Boudot, nous avons Sabine Loireau, chef de projet du domaine d'excellence mobilité et système de transport intelligent. Vous avez déjà la première slide qui est sur l'écran. Et puis, à côté de Madame Loireau, nous avons Thierry César, Monsieur César, qui est directeur ACCM. Chacun d'eux va prendre la parole une dizaine de minutes. Nous sommes aussi donc en retransmission en visio et en direct. Et puis au terme de la présentation de chacun de leurs projets ou de leur programme en 10 minutes, on prendra un temps bien sûr d'échange avec vous et pourquoi pas aussi avec celles et ceux d'entre vous qui nous regardez. Là, je le dis en regardant la caméra et en vous saluant ce début d'après-midi. Merci. On commence donc avec vous. Madame Loireau, avec le micro, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Sabine Loireau, moi je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la direction du développement économique et je suis venue vous présenter donc, notre stratégie sur la filière de la mobilité. Donc, qu'est-ce qu'un domaine d'excellence déjà ? Alors, en quelques mots, je vous retrace un peu l'historique de la création de ce domaine d'excellence et sur les modalités de pilotage. Donc, le pilotage de ce domaine d'excellence, en fait, est donc assuré par la région en étroite collaboration avec le pôle de compétitivité CARA que vous avez déjà pu découvrir ce matin. Un petit peu quelques notes d'histoire, en fait, sur le comment. En gros, vous savez, les régions sont chefs de file sur la compétence développement économique et à ce titre doivent élaborer des schémas régionaux de développement économique, innovation et internationalisation. Donc depuis la loi NOTRe 2015. Donc la région a élaboré ce schéma en 2016 au moment de la fusion des deux régions Auvergne et Rhône-Alpes. Et donc dans le cadre de ces schémas, du coup qui datent maintenant un petit peu, et qui va bientôt du coup faire l'objet d'une nouvelle concertation pour une nouvelle écriture, ce schéma à l'époque a travaillé sur justement la fusion en même temps des forces économiques des deux anciennes régions et donc regroupe au sein de 8 domaines d'excellence les principales filières qui font les forces de notre nouvelle région. Et donc, parmi les 8 domaines d'excellence, il y a ce fameux domaine d'excellence mobilité, système de transport intelligent, pour lequel, en 2020, nous avons proposé au vote et qui a été accepté la feuille de route du DOMEX. Alors, c'est l'acronyme qu'on lui donne désormais, qui est une feuille de route pluriannuelle et qui est largement appuyée par les plans d'action des pôles et des clusters, en l'occurrence celui de CARA pour ce domaine d'excellence. Et du coup, chaque année, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vote un plan d'action qui permet aux pôles et aux clusters de la région de développer les actions spécifiques qui s'intègrent dans cette feuille de route pluriannuelle qui elle-même s'intègre dans le SR2I. Vous voyez, un petit peu un système de poupée russe. Donc en l'occurrence, à titre d'exemple, en 2021, CARA a reçu une subvention de près de 600 000 € de la région, dont une part qui vient de l'État, et qui lui permet ensuite d'élaborer un plan d'action pour animer la filière mobilité, système de transport intelligent. Voilà. Donc pour vous illustrer un peu les 8 domaines d'excellence, voyez un petit peu, ça vous donne l'historique. À gauche, vous avez l'écosystème Auvergne et Rhône-Alpes avant la fusion des deux régions, ce qui est quand même très riche. On va dire qu'on est pratiquement la seule région en France à avoir un écosystème aussi riche de clusters et de pôles. Donc on a fait un gros travail de simplification pour améliorer la visibilité au niveau national et international de notre écosystème. Donc vous voyez, on est passé de début 2016, on était à 36 structures, on est passé en 2021 à 22 structures. Donc je vous ai entouré en rouge le domaine d'excellence qui nous intéresse aujourd'hui,
voyez, en fait, côté effectivement, à côté gauche, on avait 4 structures sur le domaine d'excellence parce que ça regroupe aussi toute la filière aéronautique, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui en fait partie. Et vous voyez à droite, effectivement, Cara, typiquement, est le résultat d'une fusion avec le cluster Automac qui était côté Auvergne et le pôle LUTB et cluster automotive qui était côté Rhône-Alpes. Voilà, ça c'était pour l'histoire. C'est toujours bien de dire d'où on vient pour savoir où on va. Alors, où on va? Du coup, on a travaillé sur plusieurs priorités régionales dans ce domaine d'excellence. De la même manière, tout ne s'est pas fait en même temps. Donc, c'est un travail là, que je vous retrace sur les 6 dernières années. Donc, il y a quatre principales thématiques qui ont été priorisées par la région au fil des années. Tout d'abord, le véhicule autonome à usage professionnel. Ensuite, la question et l'enjeu autour de la mutation de la filière du moteur thermique. Et puis l'hydrogène, bien sûr. Et enfin, le dernier né, la filière des cycles. Alors, je vais vous brosser le tableau très rapide pour chacun des sujets. Alors, sur le véhicule autonome, en fait, c'était la thématique la plus, j'allais dire, ancienne, dans le sens où on avait travaillé, on avait un groupe de travail avec quelques industriels, laboratoires et pôles de compète et clusters qui ont essayé de trouver justement les forces sur la région. Et il s'est trouvé que le véhicule autonome à usage professionnel, par opposition au véhicule autonome individuel. Donc, parce que on est d'accord, Peugeot, Renault, ils ne sont pas chez nous. Par contre, sur le territoire, on a des gros équipementiers comme Michelin, mais on a aussi Iveco, on a Renault Trucks, Volvo. Donc, c'est un peu ça qui a porté. Et puis aussi des constructeurs comme Ligier, comme Navia, comme EasyMile aussi, qui participent à la conception des navettes autonomes. Et donc, du coup, fort de cet écosystème et des plateformes aussi, qui sont assez complémentaires entre Transpolis et puis côté Rhône-Alpes et puis Pavin côté Auvergne, et qui sont, coup de chance, très complémentaires, plus les laboratoires d'excellence, on a pu travailler sur cet écosystème et le valoriser. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est le valoriser. On a créé une plaquette sur le domaine d'excellence mobilité, qui est vraiment dédié aux véhicules autonomes usage professionnel et qui vraiment présente justement toutes les forces en région. Donc c'est un peu notre rôle région. La première chose à faire, c'est faire de l'attractivité, c'est donner de la résonance à la richesse économique du territoire. Et puis on a aussi conçu un film avec Cara. Tout ça s'est fait bien sûr en étroite collaboration avec le pôle de référence du Domex, qui présente la filière et l'écosystème régional avec les acteurs aussi bien côté Auvergne que côté Rhône-Alpes. Ensuite, en 2019, on s'est dit, bon, bah, c'est bien, maintenant on est équipé, on peut sortir, si je puis dire, on peut sortir du bois. Donc, avec Cara, avec SIM également, et puis Indura, on a organisé une mission à Bruxelles, avec l'appui de la délégation Bruxelles-Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire venir des entreprises, des PME qui seules ne pourraient accéder on va dire, à l'écosystème européen. Et au cours de cette journée, donc on leur a permis en fait d'accéder à un réseau très intéressant, et on a pu valoriser l'écosystème régional. Et on a aussi organisé un rendez-vous économique avec l'agence de la région pendant toute la soirée, avec un réseau très étoffé, et Cara qui a animé la table ronde avec ses adhérents autour des sujets de la mobilité durable. Voilà, ce qui a permis du coup d'accéder, vous voyez, aux entreprises à des niveaux de connaissances et à un réseau européen qu'elles n'auraient pas pu avoir sinon. C'est un exemple d'action qui peut être menée. Et puis 2020-2021, depuis 2020, en fait, du coup, on a passé un cap. On a décidé de financer un poste dédié à cette filière chez Cara, qui est cofinancé État-région et avec 11 industriels de la filière. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, vous voyez, aussi dans les systèmes pôles et clusters, c'est qu'en fait, on peut mettre en place comme ça, vous voyez, des animations de filières publiques-privées où on arrive à rejoindre nos intérêts. Et ce poste-là, du coup, permet en fait d'animer l'écosystème régional et aussi est identifié au niveau national puisqu'il pilote ou anime plusieurs groupes de travail au niveau de la réglementation nationale sur le véhicule autonome. Et vous savez, c'est super important d'être bien placé sur ces sujets-là, puisque pour garder la compétitivité pour nos industriels, il faut pouvoir être au bon endroit, au bon moment, pour que les réglementations, le moment venu, soient en concordance avec ce que font nos industriels sur le territoire. Voilà. Et en perspective, maintenant sur cette thématique-là, l'idée c'est de continuer à développer des expérimentations pour capitaliser des données, lever des verrous technologiques, tout ça bien sûr toujours avec la collaboration de Cara et de son écosystème.
Voilà, ça c'est une petite carte pour vous donner un peu l'idée de là où sont placés sur le Auvergne-Rhône-Alpes tous les acteurs actifs qui ont été identifiés par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sur le territoire, qui sont actifs sur la filière du véhicule autonome. Alors, sur la mutation de la filière du moteur thermique, là, on a eu une commande politique qui nous a été faite sur justement cet enjeu qui est très important sur le territoire, qui peut concerner potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la loi sur l'orientation des mobilités et les lois européennes d'ailleurs aussi, on a la fin du moteur thermique qui est annoncée 2035. Donc voilà, tout un tissu économique à aider dans sa mutation. Donc on a mis en place ce comité de pilotage, donc tous les acteurs sont affichés, je vous laisse les découvrir. Et l'idée, c'est justement de partager donc, les connaissances, déjà sur l'écosystème, sur le comportement de la filière, mais aussi sur tous les outils qui sont disponibles au niveau national, au niveau européen, au niveau régional pour aider les entreprises. Et puis de mettre en place aussi des actions vis-à-vis des entreprises, des actions coordonnées. Vous savez que les entreprises sont très sensibles en fait à comprendre, à avoir un écosystème qui soit simple, lisible. Donc c'est vraiment important. Vous voyez, même quand on est plusieurs acteurs, l'idée c'est de toujours agir groupé et être cohérent, parce que les entreprises nous renvoient toujours ce message, c'est compliqué, on ne sait pas vers qui aller, etc. Donc nous, Région, on est là justement pour mettre en place cette cohérence. Un exemple de projet qu'on a financé, donc Rémi Berger en a parlé ce matin, c'est le projet Cara Power. Donc moi je me place côté financeur, Rémi l'a très bien dit ce matin, c'est le genre de projet typiquement qu'on finance côté région, parce que l'idée c'est que ce soit ouvert derrière, que toutes les entreprises de la région puissent bénéficier demain de cette installation qui est une plateforme d'essai pour tout ce qui est électronique de puissance, mobilité électrique, excusez-moi. Et voilà, du coup, Cara est aussi partenaire de ce projet parce que ça permet aussi de disséminer au maximum tous les services qui sont disponibles sur cette plateforme et qui vont permettre à la filière électronique de puissance d'être plus compétitive demain. Puisque vous savez, quand on a les tests qui sont réunis sur une seule plateforme au même endroit, les entreprises gagnent beaucoup de temps plutôt que d'aller faire plusieurs tests sur plusieurs sites avec des homologations complexes. On peut gagner plusieurs mois des fois avec ce type d'installation, donc ce qui est vraiment important. Et accessoirement, bien sûr, on crée de l'emploi. Ce qui est très important pour la région, c'est quand même la finalité de notre direction. Voilà, autre exemple d'action prioritaire sur le Domex Mobilité, la filière hydrogène. Donc la région a voté une feuille de route hydrogène en 2020, donc qui est pilotée par la politique énergie et environnement. Donc, mais on fonctionne de manière décloisonnée à la région. Donc, même si c'est une autre politique, on va dire, qui va voter cette feuille, après, nous, côté compétences développement éco, on va mettre en place une stratégie et des actions pour faire avancer plus spécifiquement cette feuille de route. Typiquement, là, nous, côté direction développement éco, on va financer des plans d'action spécifiques pour 3 pôles, Tenergy, Cara et Accélera, sur la filière hydrogène. Donc là, je vous ai mis en exemple un petit zoom sur ce que fait Cara sur cette filière. Et au niveau du financement, on a déjà également, non seulement on finance le fonctionnement, là, les 190 000 euros, mais on finance aussi un projet qui s'appelle le projet Symbio Académie Hydrogène, qui va développer les formations initiales et continues qui sont nécessaires au développement de la filière hydrogène. Donc c'est un projet de 4 millions avec quand même 2 millions d'euros à la clé, dont 1 million qui vient de la région et 1 million de l'État. Et enfin, le petit dernier né, donc c'est depuis 1 an, c'est suite à la commande de notre président de région, qui a souhaité qu'on mette vraiment un coup d'accélérateur à la filière du cycle qui se développe mais qui a besoin d'être structurée et de s'ancrer sur le territoire. Du coup, on a effectivement financé un poste chez Cara pour animer cette filière et surtout, on a organisé un événement de taille qui a eu lieu le 27 septembre dernier à l'hôtel de région à Lyon avec Cara et le cluster MAD qui vous sera présenté un peu plus tard dans l'après-midi, qui va fusionner avec Cara, toujours pour la même raison de visibilité de filière. Vous voyez, on est toujours dans cette logique de garder toujours une tête de pont qui soit visible et unique et cohérente. Voilà, un bel événement. On a eu plus de 300 participants, alors que quand on a commencé à travailler dessus, on pensait en avoir 150. Il y a un vrai besoin sur cette filière. Et déjà, nous avons d'ailleurs financé un projet qui s'appelle le Vélo fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes, qui va qui se concrétise par la mise en place d'un centre de compétences et d'outillage qui va être mutualisé au niveau de la filière du cycle, qui sera de la même manière comme pour Cara Power, ouvert à toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont besoin qui d'une machine, qui d'une compétence.
et donc qui représente un budget de près de 900 000 euros avec 50% de participation régionale sur le financement. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas. Merci Madame Loireau. Voilà pour la présentation de ce premier programme dans le cadre de l'un des domaines importants souhaités par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le domaine excellence, et qui s'intitule donc Mobilité et système de transport intelligent. Je vais passer la parole à Éric Boudot, directeur GCK, qui va nous transporter, c'est le terme à utiliser cette semaine, vous allez nous transporter vers un lieu mythique de l'agglomération clermontoise. Je pense que pour les Clermontois ici présents, ou les Puy-d'Aumois, ou les amoureux des véhicules de sport automobile, vous connaissez tous, nous connaissons tous le circuit de Charade. Et vous avez décidé de redéployer ce circuit en vitrine des nouvelles mobilités durables. Vous avez la parole et l'ordinateur est connecté. Merci beaucoup. Avant d'attaquer sur le circuit de Charade, je vais remercier Orbimob pour cette belle initiative parce que je pense que c'est intéressant qu'on arrive à structurer la filière des mobilités et des nouvelles technologies. Rapidement, en quelques mots, le circuit de Charade, j'y viendrai dans la suite, mais en quelques mots, qui nous sommes, parce que je pense que c'est important de préciser qui est l'exploitant aujourd'hui du circuit de Charade. Donc, la société s'appelle GCK, Green Corp Connection, qui est une initiative que j'ai la chance d'avoir partagée avec mon associé, qui est l'ancien champion du monde de ski et de course automobile, Garlin Chichery. On a décidé de rassembler un certain nombre de nos activités historiques au sein de cette bannière GCK, dans le but de bâtir un petit groupe acteur de la transition énergétique. Et l'idée, c'était vraiment de se dire que pour accélérer, puisque c'est ce que tout le monde souhaite, accélérer cette transition, il faut être capable, alors modestement peut-être pour nous, d'apporter une solution à nos clients sur toute la chaîne de valeur de la transition, depuis la production de l'énergie jusqu'à son stockage, jusqu'à l'embarquer de ces produits dans des véhicules et jusqu'à l'accompagnement du client. Donc en fait aujourd'hui, GCK, c'est un groupe qui s'est monté assez rapidement, en quelques mois, qui est composé de 7 sociétés aujourd'hui, toutes basées sur la région. Bientôt une centaine de personnes, une centaine d'employés, et beaucoup d'investissements puisqu'on est très axé technologie et développement produit. En synthèse, on a 3 pôles d'activité dans le groupe. On a un pôle qui est tourné autour de la technologie et de l'industrie, dans lequel on va retrouver des structures qui fabriquent du produit. Donc on fabrique des batteries lithium, par exemple, du côté de Brassac-les-Mines aujourd'hui. Tout le monde ne le sait pas, mais on a fabriqué à peu près 20 000 batteries lithium sur le marché l'année dernière pour du véhicule et pour du stockage d'énergie. On a développé un certain nombre de produits aussi qui étaient nécessaires à nos activités de demain, c'est-à-dire des moteurs, par exemple. On a développé des moteurs électriques révolutionnaires avec l'Institut français, anciennement l'Institut français du pétrole, l'IFPEN. Et on a lancé le développement d'une pile à combustible grosse capacité, il y a maintenant presque un an, avec des gros acteurs pour être, dans quelques semaines, la première pile de plus de 200 kW sur le marché au monde dans un véhicule. Puisque, comme certains le savent, nous avons un pôle compétition qui nous permet de travailler toute la partie laboratoire et image du groupe, dans lequel nous sommes engagés avec 2 teams en championnat du monde des rallyes et en championnat du monde du rallye raid, donc en Dakar, et que nous utilisons pour faire la transformation des énergies. On parlait tout à l'heure des transformations des moteurs thermiques. Donc nous sommes complètement inscrits dans la transformation des véhicules vers l'hydrogène, en espérant être le premier team de premier niveau à gagner le Paris-Dakar avec un véhicule hydrogène en 2024. Donc ce groupe possède un dernier pôle. Il y a une ambition. Il y a une ambition. Alors on a le pilote, mon associé a été un très grand pilote. C'est le mot phare qui a été prononcé à plusieurs reprises hier lors de la conférence de lancement. C'est pour ça que je m'arrête sur ce mot. Parfait. Oui, il y a une très grosse ambition. Et pour accompagner tout ça, on a créé un pôle qui a été une des premières structures créées, qui s'appelle GCK Énergie, qui est une structure qui fait de la distribution mobile d'énergie et que d'énergie verte. C'est-à-dire qu'on a anticipé un petit peu cette transition vers la nécessité de supprimer les groupes électrogènes, mais pas que, de recharger des véhicules et de les recharger de façon mobile, que ce soit par de l'énergie électrique ou de l'énergie hydrogène, et d'être capable d'accompagner à la fois nos outils à nous, mais aussi d'équiper les infrastructures de demain ou une partie des infrastructures mobiles en remplaçant l'usage du diesel, notamment dans les groupes électrogènes. Voilà, donc rapidement, je vais pas aller dans le détail, mais on fabrique donc des batteries pour des clients relativement connus, que ce soit des voitures sans permis, que ce soit des outillages de jardin,
On développe sur Issoire, donc on rassemble nos usines très prochainement sur la ville de Landes pour avoir un gros pôle de fabrication, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu éclaté sur la région. Donc un bureau d'études assez important, d'ingénieurs capables de développer une voiture et un petit peu plus demain, puisque GCK Industrie, une des vocations de GCK Industrie, un des piliers du groupe, c'est de faire du rétrofit de véhicules lourds, donc d'utiliser tout ce qu'on aura fait dans la compétition pour le transposer vers le véhicule lourd en mode rétrofit, donc passage d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, et principalement sur le lourd vers l'hydrogène. On a parlé moteur, vous voyez qu'on fait de la pile à combustible, on fait de la batterie, on est très agnostique. On a lancé le développement d'un moteur à combustion hydrogène direct, qui nous permet aussi d'être relativement agnostique sur les technologies et de préparer celle qui servira le mieux le marché de demain. Donc voilà, quelques exemples de rétrofit, de véhicules qui vont être lancés sur le marché dans les prochaines semaines, avec des gros travaux en partenariat avec la région et notamment la société Impulsion, avec laquelle on développe des écosystèmes complets sur les montagnes, notamment pour essayer de vendre une dameuse plus une station de refueling. Bon, le sport automobile, j'en ai parlé, et bien sûr, dans le sport automobile, dans notre pôle sport automobile, on a le circuit de Charade. Alors, circuit de Charade, qui est au-delà du Clermontois d'adoption que je suis, un magnifique projet. C'était aussi pour nous la capacité d'avoir l'opportunité de ne pas laisser dépérir ce circuit et aussi de le faire participer à la transition, parce que c'est bien une transition. Donc, on a besoin de temps, on a besoin de basculer les technologies progressivement. Et fatalement, comme on en est l'illustration avec la course automobile, on ne pourra pas demain faire rouler des voitures sur des circuits qui ne soient pas le reflet de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc vous le voyez tous les jours avec la formule électrique, avec les rallyes qui passent avec l'électrique. Donc il faut des circuits. Il faut des circuits qui soient capables d'accompagner cette transition. Et il faut aussi des circuits qui se transforment pour les industriels. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, nous en tant qu'industriels, mais nos clients actuels et de demain, puisque le projet prend forme, ce sont des clients qui ont besoin de faire circuler, de tester du véhicule, alors que ce soit du véhicule autonome, que ce soit d'ailleurs du véhicule qui n'a pas de roue, puisqu'on travaille avec des gens qui font du drone, et que ce soit des véhicules qui ont besoin de s'alimenter vers des énergies propres. Ils ont besoin de tester sur une plateforme qui ne soit pas la route. Je dis souvent, nous, on travaille actuellement sur des prototypes de bus à hydrogène en rétrofit. Bon, c'est un peu difficile de mettre un W garage et de faire tourner les bus dans la rue de Clermont. Donc c'est bien d'avoir une plateforme technologique avec la particularité de Charade, qui est un des derniers circuits de montagne en France et qui donc possède les dénivelés qui permettent de tester les véhicules. Et GCK Energy, voilà, on fait des choses assez impressionnantes. On a fait une première mondiale il n'y a pas très longtemps sur le Dakar en Arabie Saoudite, où on a déployé de l'énergie mobile en quelques heures tous les jours, puisque le bivouac bouge, pour réalimenter le bivouac du Dakar en full autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires. L'implantation dans le Puy-de-Dôme, bon, comme je l'ai dit, on va se rassembler progressivement. Aujourd'hui, on est situé sur 4 points sur le Puy-de-Dôme. On a après des usines sur Chambéry. Et puis le circuit de Charade. Alors trois grandes ambitions, puisqu'on va réutiliser le mot ambition. En faire un des circuits leaders des mobilités de demain, donc à la fois au niveau de son image et donc des travaux qu'on a pu commencer, initier dessus, puisque le circuit, pour ceux qui le connaissent, est en travaux complets. La plupart des bâtiments sont avec des échafaudages et des rénovations. Une nouvelle attractivité, l'idée c'est qu'il faut qu'on rende aussi le circuit au Clermontois. Ça a été un circuit mythique, c'est un circuit qui a besoin de revivre et qui peut devenir d'ailleurs un lieu de création d'emplois et d'animation. Donc il faut amener de l'attractivité sur le circuit. On a fait un très bel événement ce week-end où on était très content d'avoir beaucoup de monde. Et un lieu de loisirs qui permet aussi d'accompagner la connaissance du circuit et la connaissance et la pédagogie aussi des énergies de demain. Bon, la partie laboratoire, vous l'avez compris, c'est essentiel pour nous, c'est que ce circuit nous permet de pouvoir développer des pistes d'essai dédiées aux véhicules de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne travaille que au niveau de ce qui est du professionnel essai à développer cette activité véhicule de demain, donc avec de la recharge ultra rapide sur les pistes en électrique, avec bientôt une distribution d'hydrogène direct sur la piste. Ça veut dire ? Ça veut dire 350 kW, donc sur une voiture classique, c'est de la recharge en 10-15 minutes si les batteries l'acceptent. Et les batteries de véhicules de test ou de compétition l'acceptent. C'est donc toutes ces infrastructures de recharge qu'il faut que l'on ait sur le site. C'est l'organisation d'événements, de séminaires et d'entreprises pour que quand on vient faire des essais pour un constructeur, on est aussi capable de faire de l'accueil et d'avoir des salles toutes neuves, d'où les travaux qui sont entrepris.
Et puis c'est un projet que l'on espère mener au bout, qui aujourd'hui mobilise beaucoup d'acteurs autour de nous, qui est de regarder comment faire de Charade un technopôle autour des mobilités durables, d'associer les universités. On discute actuellement, c'est un projet en gestation, mais de se dire comment on peut faire demain pour avoir une plateforme avec des formations, puisque nous-mêmes, en tant que groupe, on a des difficultés aujourd'hui à recruter dans le monde de l'hydrogène, de la batterie, et donc c'est aussi notre devoir, je pense, d'essayer de former tous ces jeunes aux ces technologies. Et si en plus on a un lieu laboratoire sur lequel on peut faire du test de groupes motopropulseurs à hydrogène, ça serait quelque chose d'intéressant. Bon, l'attractivité, c'est les événements, puisque malgré tout, c'est un projet qui part d'un circuit de course automobile. Donc, pour faire vivre un site de 84 hectares avec un circuit, il ne faut pas oublier que c'est un circuit, donc il faut aussi garder l'âme du lieu, même si on va progressivement le transformer vers de l'usage électrique. Donc, c'est des événements qui ont lieu au cours de l'année. C'est le Charade Electric Festival qui a eu lieu ce week-end. C'est Charade en Fête qui va bientôt arriver. C'est quelques événements encore historiques, puisqu'il ne faut pas perdre non plus ses racines. Donc de garder quand même quelques clins d'œil à l'histoire du circuit qui a quand même accueilli la Formule 1 et le MotoGP dans les grandes années. Et donc c'est quand même garder cet ADN des événements. Et puis c'est le loisir. Alors le loisir, c'est faire en sorte que la population puisse remonter. Donc demain, on l'espère, pouvoir déployer un petit peu de restauration sur le site. On a commencé à faire quelques opérations ponctuelles. C'est utiliser aussi ce fabuleux site pour permettre la randonnée sur le site, parce que 84 hectares avec des vues magnifiques sur Clermont, ça peut aussi être intéressant de faire de la mobilité avec un peu de sport. Et puis, c'est développer des activités tout autour de l'électrification des véhicules, que ce soit mobilité douce, karting électrique, qui vont se déployer, on l'espère, dans les prochaines années. Voilà, je peux passer quelques slides sur le plan de rénovation, juste pour comprendre, mais aujourd'hui, effectivement, tous les bâtiments sont en réaménagement. On est en train de redessiner. Vous rappelez la surface du 84 hectares. 84 hectares, et sur ces 84 hectares, nous avons aujourd'hui, avec le département du Puy-de-Dôme, une partie qui est d'environ 10 hectares qui a été destinée à accueillir un champ solaire qui va faire de Charade, si tout se passe bien, le premier circuit au monde alimenté en énergie propre, ce qui nous donne aussi au niveau de la neutralité carbone de l'ensemble du groupe et des activités une capacité de montrer qu'on est complètement neutre dans tout l'écosystème, puisque c'est à peu près 17 gigawatts de production solaire et c'est en gros 3500 foyers alimentés à l'année grâce à ce champ solaire. Merci beaucoup pour cette présentation en images. Merci. On va passer la parole et le micro à Laurence Mine. On va changer de chaise, de tabouret. Voilà, les chaises musicales. On change aussi le diaporama, enfin les PowerPoint. Madame, vous êtes chef de projet Zéro Émission Vallée, ce qui donc est l'acronyme de ZEV tout à l'heure. Et vous allez nous parler effectivement plus mobilité hydrogène verte. Et vous travaillez au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, vous aussi. Oui, merci. Donc effectivement, je suis chef de projet hydrogène, donc au sein de la direction de l'environnement et de l'énergie à la région. Et ce projet est donc un projet de mobilité hydrogène renouvelable. Il a été créé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la filière hydrogène en région, que ce soit des entreprises pionnières comme Symbio ou McPhy, mais également des entreprises plus récentes comme GCK. Et du coup, ce projet, il a été lancé en 2018 pour amorcer la mobilité hydrogène renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes et déployer de façon simultanée la production, la distribution et l'aide à l'acquisition des véhicules. Donc c'est vraiment un projet qui a pour ambition de trouver la solution entre la poule et l'œuf et de déployer à la fois la production d'hydrogène et les véhicules. Ce projet, donc la région est coordinatrice et il a été cofinancé dans le cadre de l'appel à projet Mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le cadre d'un projet européen.
Alors, pour mener à bien ce projet, un outil très innovant a été mis en œuvre. C'est la création d'une société commerciale dès 2019, la société Impulsion, donc qui est en fait un partenariat public-privé entre la région, qui est actionnaire majoritaire à 33%, et deux grands industriels, donc Engie et Michelin, qui sont tous deux actionnaires à 23%, la Banque des Territoires qui est actionnaire à 15% et le Crédit Agricole 5%. Donc c'est vraiment une volonté commune à la base de la région et des deux grands industriels de développer cette mobilité hydrogène et du coup la mission d'Impulsion est donc d'investir et de gérer les stations d'avitaillement et de commercialiser les véhicules hydrogène. En parallèle, donc pour l'instant, le réseau des stations, il est prévu d'en déployer 20. Pour l'instant, il y en a une seule qui est en fonctionnement à Chambéry, et puis il y a une station quand même provisoire qui est sur Clermont-Ferrand, sur le site des Gravenches. Et d'ici le premier semestre 2022, il est prévu d'installer 5 nouvelles stations. Donc la station provisoire de Clermont-Ferrand sera transformée en station définitive. Et puis, il y aura 2 stations sur Lyon, une à Saint-Priest, une à Vénissieux, une station sur Grenoble, sur le site de Vicat, et une station à Moutier. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux des stations. Donc, en parallèle des actions d'impulsion, la région a lancé un appel à projet, en fait, qui permet aux porteurs de projets de bénéficier de subventions qui peuvent aller jusqu'à 12 000 € sur les véhicules hydrogène. Au départ, donc, il était prévu d'axer les aides uniquement sur des véhicules utilitaires légers de type Kangoo. Maintenant, on est en train de revoir l'offre en fonction de la disponibilité des véhicules. Et c'est en fait, il faut un minimum par contre de 8 000 km par an et les subventions sont bien sûr dépendent de la taille de l'entreprise. Mais ces subventions sont cumulables avec le bonus écologique de l'État. Donc pour l'instant, il y a environ 500 promesses de lettres d'intention en fait de commande de véhicules et une quarantaine de conventionnements de conventions qui sont signées avec la région. Bien sûr, les aides de l'Europe sont cumulables aussi avec l'aide régionale. Et en parallèle, le projet Zero Emission Valley avait candidaté aussi en 2019 à un appel à projet de l'ADEME et des subventions sont également octroyées pour les taxis. Donc il y a deux types de véhicules en ce moment qui sont proposés, c'est la Toyota Mirai et le Nexo de Hyundai pour les taxis et puis pour des fourgons qui peuvent être aussi subventionnés et des véhicules lourds. Donc ça, c'est la société Impulsion qui gère ce dispositif avec l'ADEME. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en petit véhicule utilitaire, le Kangoo ne sera plus commercialisé en véhicule hydrogène après mars 2022. Donc, par contre, il y a des offres de Stellantis qui vont arriver sur le marché. Et puis, il y a également le rétrofit. Donc, on va vers un écosystème où on finançait uniquement du véhicule utilitaire léger, la mobilité légère, jusqu'à financer la mobilité lourde et en particulier aussi le rétrofit. Donc l'idée, c'est de déployer un écosystème hydrogène régional donc, qui s'oriente vers la mobilité lourde. La région se devant d'être exemplaire. Il y a déjà 3 trains donc, qui sont commandés, en particulier sur les lignes au départ de Clermont. Également des projets de cars et de bus. L'idée aussi, ça a été d'entraîner les collectivités régionales sur la transition
la transition énergétique, donc, et la transition de leur flotte de véhicules, en particulier les bus et les bennes à ordures ménagères, mais également les camions, et puis de développer aussi l'écosystème de montagne, ce dont parlait Éric Boudot tout à l'heure, sur les dameuses et les navettes, éventuellement en station. Pour cela, donc, l'idée, c'est de garantir donc les stations qui étaient initialement prévues à 350 bars, de faire en sorte qu'elles puissent atteindre les 700 bars pour alimenter des véhicules lourds, et de regrouper aussi la capacité de production d'hydrogène en 3 gros électrolyseurs, parce qu'au départ, il était prévu dans le projet 14 électrolyseurs de petite taille, et pour rentabiliser les coûts de production, on s'est aperçu donc qu'il fallait mieux avoir 3 gros électrolyseurs, dont un sera basé sur Clermont-Ferrand, un autre en vallée du Rhône et un autre sur le sillon alpin, et ensuite de livrer en fait les autres stations par des camions qui pourraient être hydrogène, si possible. Idéal, c'est mieux. Voilà. Donc voilà un petit peu dresser rapidement le projet Zéro Emission Valley. ZEV. ZEV. C'est comme ça que vous l'appelez entre vous, c'est ça? Voilà. C'est ce que me fait dit Madame Loireau aussi. Merci beaucoup. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Ou on prendra les questions tout à l'heure, dans un petit moment. Passez le micro ou un autre micro, comme vous le souhaitez, à Monsieur César, Thierry César, directeur ACCM. Merci, monsieur. Bienvenue aussi à vous cet après-midi ici au Conseil régional. Vous allez nous parler du développement d'une activité de réhabilitation de matériel ferroviaire roulant, et peut-être aussi une présentation de votre entreprise dans un premier temps, même si on la connaît bien, aussi plus globalement à l'échelle nationale. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à participer à cette manifestation. Alors moi j'ai l'impression effectivement de devoir vous parler un petit peu du passé, quand j'ai entendu tout ce qu'on vient d'entendre sur le futur, sur les rétrofits hydrogène, sur les investissements vers les énergies nouvelles. Je suis aussi très heureux et fier de pouvoir vous parler d'une entreprise historique de Clermont-Ferrand. Donc cette entreprise s'appelle ACC. Elle s'est longtemps appelée ACCIM, aujourd'hui elle s'appelle ACCM. Elle a été fondée en 1919, alors que la SNCF n'existait pas encore, pour servir la reconstruction du rail après la Première Guerre mondiale. Donc c'est une entreprise qui très vite est devenue leader dans son domaine d'activité et qui s'est spécialisée dans la rénovation et la transformation, donc la modernisation des voitures ferroviaires. Alors une voiture ferroviaire, c'est un wagon dans lequel on met des voyageurs. On parle de voiture, le wagon c'est pour les bestiaux ou pour le matériel, mais la voiture ferroviaire c'est donc la noblesse du transport ferroviaire. Bien sûr, ACC s'est spécialisé dans les trains, mais aussi dans les tramways, dans les métros. Et vous connaissez peut-être à Clermont-Ferrand bien ACC par son activité, on va dire média, puisque depuis très longtemps, depuis 2008 je crois, on rénove au sein de Clermont-Ferrand l'Orient Express, le train mythique de l'Orient Express, qui nous confie tous les ans de 2 à 6 voitures à rénover et bien sûr à monter en gamme chaque année pour proposer à ses clients, on va dire VIP, une prestation très très haut de gamme dans des trains touristiques. En 2000, malheureusement, cette entreprise ACC a connu quelques difficultés à la fin d'un programme qui était le programme principal, nourricier de l'entreprise, qui était la rénovation des trains corail. Ce programme s'est arrêté et en 2000, l'entreprise s'est trouvée face à des difficultés assez intenses sur un plan économique. Ces difficultés étaient aussi consécutives à un RES qui avait été mené quelques années auparavant. Donc l'entreprise s'est retrouvée un petit peu dépourvue d'actionnaires, on va dire capables de réinvestir à des moments critiques de sa vie. Et donc en difficulté depuis 2000 et pendant quasiment 20 ans, une entreprise qui survit plutôt qu'elle ne vit et se développe.
Donc, quand on a existé depuis 1919, vous imaginez que les investissements n'ont pas été menés comme ils auraient pu l'être, peut-être. Et la capacité d'adaptation de l'entreprise à son métier s'est considérablement érodée d'année en année. Depuis 2010, la société a été suivie par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avec une procédure de sauvegarde, ou depuis 2009 exactement. Et cette procédure de sauvegarde a permis, c'est exceptionnel 10 ans de sauvegarde, hein, c'est très très rare qu'une entreprise perdure aussi longtemps dans un plan de sauvegarde. Et cette longévité n'est selon moi, ne se trouve que dans le soutien extrêmement fort, extrêmement fidèle de tous les pouvoirs politiques environnants, donc que ce soit la métropole de Clermont-Ferrand ou la région, hein, qui se rejoignent dans le cadre de la loi NOTRe pour soutenir l'économie locale. Elles se sont très bien entendues pour donner à cette entreprise des solutions, proposer à cette entreprise des solutions qui lui ont permis de durer et peut-être d'attendre le jour idéal où un repreneur pourrait s'intéresser à réinvestir dans cette activité de rénovation de matériel ferroviaire. Donc c'est une marque de résilience, hein, qui a été conjuguée par l'administrateur judiciaire, hein, Grégory Voto, qui a été très audacieux, ainsi que l'énergie exprimée par les salariés et leurs représentants du personnel, mais aussi l'ancienne direction, qui a toujours entretenu, ensemble, qui ont tous entretenu l'espoir, hein, l'espoir de redonner à cette entreprise ancienne et historique, dotée d'un savoir-faire incontestable et reconnu par toute la profession, donner un nouvel avenir, un nouvel élan. Et c'est là que notre groupe TTH intervient, puisque fin 2019, en octobre 2019, on décide de faire une offre pour reprendre à la barre du tribunal donc cette entreprise historique dans le cadre d'une procédure particulière qui s'appelle le pré-pack-cession. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez, hein, sur cette particularité, mais je crois que ce n'est pas tout à fait l'objet, mais je répondrai à vos questions si vous en aviez sur le sujet. En tout cas, c'est un dispositif assez rare, qui, même s'il est ancien, il est très peu pratiqué. Mais c'est dans ce cadre de contexte juridique qu'on a repris la société ACC et qu'on a créé ACCM en ajoutant au bout d'ACC le M pour mobilité. Vous pouvez redonner le nom de ce dispositif Pré-pack-cession. Pré-pack-cession. Merci. Voilà, je vais vous présenter maintenant le groupe repreneur, le groupe TTH, hein, auquel j'appartenais avant. J'appartiens toujours, mais je suis un petit peu concentré sur le sujet ACC, puis le sujet surtout industrie du groupe, puisque je suis directeur général du industrie du groupe. Donc le groupe est en fait constitué de 2 sous-groupes. Un premier groupe GTF qui a été créé en 2012. Donc tout ça pour vous dire 2012, c'est assez récent quand même malgré tout, hein, pour reprendre ACCM. Donc 2012, à partir d'une activité Suite Rapide, qui est le début de l'histoire du groupe, hein. On est actionnaire à 20% de Transalp Renouvellement. C'est une suite rapide. Une suite rapide, c'est quoi? C'est le renouvellement des voies ferrées. Tout simplement, on enlève les traverses, les rails, le ballast, et on reconstitue nouveau ballast, nouveaux rails, nouvelles traverses, etc. Donc on est actionnaire de cette société qui travaille pour la SNCF exclusivement, hein, depuis plusieurs années. Et on tracte également des trains avec les sociétés ETMF, EasyRail, EasyFair, qui sont des sociétés de prestations autour de l'activité ferroviaire. Pour faire simple, on crée une société à chaque fois que la SNCF décide de se débarrasser d'une activité. On essaye de la reprendre à notre compte en privatisant cette activité. Notre président Thierry Torti a souhaité ne pas dépendre que de la SNCF et m'a demandé de développer l'activité industrielle. Alors certes, ACCM c'est du ferroviaire et donc beaucoup de relations avec la SNCF, mais pas que. Donc on a repris en octobre 2019 ACCM à la barre du tribunal, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais on a aussi repris Lorinfer plus récemment en juin 2021. Donc vous voyez, c'est tout récent. Lorinfer, c'est une entreprise à Yutz, en Lorraine, à la frontière luxembourgeoise, qui fabrique des wagons. Et des wagons qui étaient surtout fabriqués pour la suite rapide Transalp Renouvellement, dont on est actionnaire. Donc on ne voulait pas laisser disparaître cette entreprise qui a un savoir-faire également extrêmement précieux et qui aujourd'hui va nous permettre de conjuguer nos savoir-faire avec ACCM et des synergies qui sont à développer entre les 2 entreprises pour les redévelopper ensemble et conserver en France des savoir-faire précieux en matière de rénovation et de construction de matériel ferroviaire. Voilà, donc j'y reviendrai. On a également une autre activité qu'on classe dans la famille des industries vertes. Vous voyez que tout ça, ça résonne quand même très environnemental. C'est un petit peu le fil rouge du groupe. Biotech Environnement qui fabrique des
des digesteurs. On traite du déchet organique, donc pour des cantines, pour des magasins qui fabriquent du déchet organique. Et on a repris en janvier 2021, donc c'est également très récent, la société Diétal à Saint-Georges-de-Mons, qu'on a rebaptisé la Manufacture des Lumières. Peut-être en avez-vous entendu parler. Donc, tout cela pour vous dire que le groupe TTH est un groupe qui investit en Auvergne. Ça a commencé avec ACC, ça s'est prolongé avec la Manufacture des Lumières. Biotech Environnement, c'est une société que nous avons créée, qui a été créée de toutes pièces, mais qui a organisé sa production à partir de Clermont-Ferrand et tout d'abord au sein des ateliers de ACCM et qui est en train de migrer aujourd'hui pour devenir un petit peu plus ambitieux en termes d'industrialisation et qui s'installe actuellement dans les ateliers de Saint-Georges-de-Mons à côté de la Manufacture des Lumières. On aurait pu, on a presque failli reprendre Luxfer également. Vous connaissez peut-être cette entreprise emblématique du paysage de Clermont. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que cette entreprise a été fermée par un actionnaire anglo-américain qui reste le décideur. Ce n'est pas un tribunal qui décide, c'est même pas Bercy qui décide, c'est l'actionnaire américain qui a refusé de nous céder son outil de production. Nous avions, en pleine crise du Covid, fait la proposition de refabriquer des bouteilles d'oxygène avec un savoir-faire qui est unique au monde, je le confirme, pour fabriquer des bouteilles d'oxygène en 8 semaines. C'est-à-dire qu'on prenait l'engagement de réouvrir cette usine et de produire dans les 8 semaines suivantes les premières bouteilles d'oxygène, de stockage d'oxygène. Évidemment, derrière le projet de bouteilles d'oxygène utiles au Covid et peut-être utiles à la souveraineté du pays, on avait, nous, comme idée du second coup, de fabriquer des bouteilles de stockage d'hydrogène, puisqu'on a beaucoup parlé d'hydrogène. Vous savez tous que l'hydrogène, c'est une énergie extrêmement intéressante pour la mobilité. On avait évidemment identifié que le savoir-faire de Luxfer serait très précieux pour travailler sur des bouteilles de stockage à haute pression, très haute pression, puisque plus on met de pression, plus on fait de kilomètres, plus on a d'autonomie, etc. Donc c'était un peu l'objectif. Ça n'a malheureusement pas pu aboutir, malgré le soutien des pouvoirs publics. On n'a pas trouvé d'équation possible. On a refermé ce dossier en septembre 2020, ne pouvant mobiliser trop longtemps des réserves de capitaux pour relancer cette activité. Donc on est passé à autre chose. J'espère que ce dossier trouvera un avenir prochain. On sait qu'il y a des gens qui y travaillent activement. On suit ça de loin désormais, mais c'est un beau projet également pour les énergies du futur. Voilà, donc on a une présence, le groupe représente aujourd'hui, créé en 2012, 561 collaborateurs, 61 millions de chiffre d'affaires consolidés, un peu plus de 5% de résultats nets, 17 millions de trésorerie, 17 millions de fonds propres. C'est un jeune groupe, mais qui a quand même une prétention à une certaine solidité, qui explique peut-être pourquoi on a été retenu par le tribunal de commerce, par les salariés, en face d'un concurrent qui s'appelle Bombardier, qui évidemment n'a pas le même rapport de puissance auquel nous pouvions prétendre. Donc c'est la reprise d'une entreprise à la barre, comme on a pu le faire pour ACCM, c'est une aventure de projet, une aventure humaine évidemment, une aventure industrielle, une aventure entrepreneuriale, qui se décompose en 4 grandes phases. L'analyse de la société dans sa période de difficulté telle qu'elle est présentée par le tribunal de commerce. Ensuite, il y a la construction d'une offre, qui évidemment implique l'actionnaire et le risque, et le dosage du risque. Une fois que le tribunal nous confie la société, il y a une phase de retournement qui est un petit peu essentielle dans un dispositif tel, c'est-à-dire qu'il y a, dans un délai très court, il faut changer l'entreprise et la rendre rentable, et puis ensuite on peut enfin parler de développement et d'innovation. Pardonnez-moi, le temps imparti. Oui, je vais aller plus vite. Donc voilà, très rapidement, les phases principales du retournement d'une entreprise donc passent par le changement. La particularité qu'on a apportée à cette reprise, c'est aussi qu'on a gardé toute l'équipe en place. Donc tout l'encadrement de la société a été conservé et repositionné dans des fonctions peut-être parfois nouvelles. Ça ne veut plus bouger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. Il me faut plus de temps. Je vous promets, on n'a pas piraté les ordinateurs.
temps en temps, on le fait avec les micros, c'est une solution aussi, mais Voilà. pas avec les ordinateurs. Je vais simplement vous dire que, évidemment, tout le monde pouvait s'interroger au moment où on a repris et fait cette offre d'entreprise pour ACC, quel était l'avenir de cette entreprise, parce que c'est ça l'équation et la grande question. Merci, c'est parfait. Pour développer une entreprise, il faut aussi une dose d'innovation. Changer, c'est aussi donner de l'espoir, c'est aussi se repositionner sur son marché. Donc l'innovation a un rôle très important dans l'entreprise. Aujourd'hui, ACC est en forte croissance. J'ai le plaisir de partager ça avec vous, puisqu'on a traité 3 grosses commandes depuis la création de l'entreprise en 2019. Les 3 des 4 gros marchés qui se sont traités, marchés publics qui se sont traités cette année, ont été traités par ACC. Et le 4e s'est passé tout proche. Donc on va, grâce à ces commandes, réussir, je pense, à très rapidement doubler l'effectif. Donc passer de 200 personnes à 400 personnes ou 300. C'est une sacrée annonce, ça. Oui, c'est un scoop, mais je ne surprendrai personne parmi les pouvoirs publics. Ils le savent déjà, on en a largement fait état. On en est très heureux, très fiers. Maintenant, comme on dit, il reste à le faire. Bien sûr. Voilà. Donc, on a une forte dimension RSE qui a été entreprise dès la création de la société. On est actuellement en cours d'audit EcoVadis, on est membre du Club des 1000, on est partenaire de CIM, on est fondateur de l'ASM Impulsion Auvergne. Voilà, donc on décline bien les valeurs du groupe, agilité, audace et ambition, avec les partenaires locaux. On privilégie bien sûr tous les fournisseurs locaux. Donc c'est un élément de notre ADN, de travailler avec des producteurs français et évidemment surtout régionaux. La conclusion, s'il vous plaît. Oui, écoutez, la conclusion, c'est que c'était un bon pari, je pense, des pouvoirs politiques et publics de soutenir l'entreprise quand elle était en difficulté. Aujourd'hui, la rénovation ferroviaire, qui est notre métier, a une résonance écologique évidente et c'est vraiment quelque chose qui, nous le croyons, a un avenir. Et avoir ça au sein de Clermont-Ferrand, cette capacité à rénover des trains, à prolonger la durée de vie des trains, c'est quelque chose de très précieux et qu'il faut conserver. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur César, pour cette présentation. Alors, il y aura peut-être des questions dans un instant, mais j'ai une question à chacun de vous, en tout cas 4 questions. Je vais commencer avec Madame Mine. Madame, vous nous avez dit tout à l'heure que la subvention pouvant être reçue pour acquérir un véhicule à l'hydrogène, c'est à peu près de 12 000 €, mais en valeur absolue, c'est 12 000 € sur combien ? Combien coûte un véhicule standard pour une entreprise, genre un petit fourgon? Est-ce que vous avez des prix? Juste sans rentrer dans les marques, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas faire de publicité pour une marque ou pour une autre, mais est-ce que c'est 12 000 €, de 50 000 €, de 100 000 €? Le micro. Derrière vous, juste à côté de vous, madame. Les véhicules les plus petits commencent à 50 000 € environ, mais ça peut aller jusqu'à une centaine de Et mille. dans ces cas-là, c'est toujours 12 000 €? Alors justement, c'est en négociation. Pour l'instant, on avait un maxi puisque c'était prévu que des Kangoo hydrogène. Donc là, on est en train de négocier avec la Commission européenne. Très bien. Mais en tout cas, on a la valeur absolue, 12 000 de 50 000 pour l'instant. Et juste pour éclairer ma lanterne, parce que dans la salle, il n'y a que moi qui ne le sais pas, bien évidemment, on dit quoi quand on va à la borne? On charge, on fait le plein. C'est quoi le vocabulaire maintenant? On fait le plein. On fait le plein aussi. D'hydrogène. On fait le plein en hydrogène. C'est comme ça qu'on oui, pour moi. D'accord, très bien. Non, mais ça fait sourire tout le monde, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait que moi qui ne savais pas. J'ai encore jamais fait le plein en hydrogène. Mais bon, ça dure, sur un petit véhicule, ça dure 5 à 7 minutes. Donc voilà. 5 à 7 minutes pour faire le plein. Oui. Sur un petit véhicule, oui. Ah, mais c'est intéressant aussi à savoir. Tout à l'heure, vous disiez, tenez, prenez le micro. Monsieur Boudot, vous disiez entre 10 et 15 minutes pour faire le plein, là aussi, en électricité, là par contre, sur les batteries hyper puissantes, avez-vous dit, qui permettent derrière au véhicule de tourner sur combien de minutes ou de kilomètres? De kilomètres, ça dépend de la taille de la batterie, mais on va être sur les mêmes autonomies que les véhicules que vous avez aujourd'hui sur la voie publique. C'est-à-dire que sur un petit véhicule de 50 kW de batterie, vous allez tourner
entre 150 et 250 km selon le modèle. Et puis sur les plus gros véhicules aujourd'hui, on atteint les 400-500 km d'autonomie. Alors, gardez le micro. Une question par rapport précisément. Vous avez parlé d'aider, d'éduquer à la transformation intellectuelle les industriels, mais les particuliers qui ont un rapport spécial à Charade. Est-ce que l'absence de bruit du moteur, ou peut-être que je dis une bêtise, d'ailleurs peut-être qu'il y a toujours un rapport au bruit, mais est-ce que l'électricité va modifier le rapport au sport automobile ? Alors oui, complètement. Ça va modifier le rapport au sport automobile pour les pilotes. Ça modifie le rapport au sport automobile aussi pour la population, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, pas qu'à Charade, d'avoir à traiter ces notions de bruit et de pollution sonore sur les circuits. Les pilotes vous diront que le bruit n'est pas un problème. Les aficionados des moteurs qui font beaucoup de bruit vous diront que c'est scandaleux de ne pas faire de bruit parce que c'est ce qui est très intéressant. Les gens qui ne veulent pas de bruit du tout. Donc on est face à une vraie transition. On essaye modestement d'apporter quelque chose qui satisfasse. On ne satisfera jamais tout le monde instantanément, mais qui trouve un compromis sur les usages des nouvelles mobilités. Mais clairement, un véhicule électrique, c'est juste incroyable. Donc on fait souvent du baptême de plus en plus en véhicule électrique. Les sensations sur une voiture électrique sont incroyables et aussi performantes qu'une voiture thermique. Merci. Une question à Madame Loireau. Je voudrais revenir sur le nom même de ce domaine d'excellence, mobilité et système de transport intelligent. J'ose la question. Est-ce que ça signifie que toutes les énergies de demain qui vont concourir à une nouvelle mobilité seraient intelligentes ? Alors le mot intelligent, pourquoi on le met Ça fait sourire. Ça fait sourire beaucoup de monde, on est d'accord. C'est un petit peu. C'est philosophique, vous avez raison. Non, c'est pas philosophique, c'est avec une préoccupation de visibilité internationale, en fait, tout simplement. C'est que, en fait, au niveau européen et international, on parle souvent ITS. C'est un acronyme qu'on rencontre souvent dans le milieu, si je puis dire, Intelligent Transport Systems. Et donc voilà, on l'a quand même francisé. Donc il n'y a pas la même résonance. Bien sûr que ça a une connotation technique aussi. Intelligent, ça veut dire connecté. Ça veut dire systémique. Ça veut dire qu'en fait demain les transports ne seront pas isolés les uns des autres. Ça va beaucoup marcher en système. Ça va. En interconnexion. Il y a de l'interconnexion toujours parce que vous voyez par exemple si vous partez de Bruxelles et que vous allez jusqu'à Nice en voiture ou en autocar en hydrogène, demain vous avez besoin de pouvoir avoir plusieurs points de recharge et vous avez besoin de préparer votre voyage à l'avance. Donc vous avez besoin d'être connecté à tout le système de recharge. Donc il y a des situations, de plus en plus les situations nécessitent de l'intelligence dans les systèmes et d'où l'importance de le citer et de montrer en fait qu'on n'est pas sur des constructions de véhicules de manière isolée, on est vraiment sur des solutions de mobilité. Plus que, vous voyez, sur des projets isolés. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Merci. Une question à Monsieur César, ou plutôt une double question. Vous nous avez fait rêver tout à l'heure avec l'Orient Express. On vient de passer une période compliquée. Ça fait du bien aussi de voyager dans nos têtes. Les voitures de voyageurs, c'est comme ça qu'on dit ? Les voitures de voyageurs de l'Orient Express, elles arrivent comment jusque dans vos ateliers ? Alors les voitures de l'Orient Express, elles arrivent en train formé, donc ce sont des trains par voie ferrée. D'accord. Donc on peut les voir en gare. Par une locomotive à l'ancienne, voilà. Donc elles traversent la rue du Pré d'Arène qui entre dans notre usine, un petit passage à niveau qui fait la liaison entre les voies du réseau et notre usine. Et dernière question de ma part, comment concilier un savoir-faire qui est ancestral, qui est lié à des traditions, avec précisément les nécessités modernes liées à cette intelligence dont on parlait à l'instant et de ce rapport à la durabilité qui exige aussi des savoir-faire qui ne sont pas forcément acquis aujourd'hui. Alors évidemment, nous, on parle beaucoup de l'Orient Express, mais on fait le grand écart entre la rénovation de métro parisien et de TER actuellement Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Donc là, on est sollicité sur des techniques très modernes où on installe la vidéosurveillance, par exemple, dans les trains, des chargeurs USB, etc. Donc on est sur l'évolution des trains modernes
Et bien sûr, l'Orient Express, quand il est chez nous, il attend ça aussi de nous, hein, puisque les voyageurs de ces trains-là attendent le Wi-Fi, attendent la climatisation. Donc tout l'art qui consiste à rénover l'Orient Express, c'est de combiner les deux, de conjuguer les deux, de garder à la fois des soutes à charbon pour chauffer au charbon, mais à la fois d'être connecté en Wi-Fi et d'avoir la climatisation. Donc nos compagnons sont extrêmement compétents. On dit souvent qu'on gère 30 métiers dans l'entreprise, 30 compétences métiers dans l'entreprise, mais en plus, on prend appui sur des artisans d'art de la région. Il y a beaucoup d'artisans d'art dans la région qu'on arrive à solliciter, soit pour faire de la marqueterie, des mosaïques particulières, de la feuille d'or dans ces trains-là. Donc on ne les a pas comme salariés, ces gens-là, malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, on les fait travailler. Merci d'avoir répondu aussi brièvement à l'ensemble de mes questions. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien à votre tour prendre la parole, demander des précisions, on a 5-6 minutes si vous le souhaitez. Nous sommes bien dans les temps. Y a-t-il des questions du côté de la visio? Oui, monsieur. Alors voilà, appuyez, voilà, c'est bon. Bonjour, j'aurais donc une question pour monsieur de la CCM. Vous avez parlé d'innovation. Quelles sont vos orientations, vos besoins en termes d'innovation et sur quelles thématiques? Quelles sont les compétences que vous pouvez rechercher dans vos domaines? Alors nous, on se concentre actuellement sur l'innovation qui amène du confort aux voyageurs. On a récemment, par exemple, collaboré avec une entreprise de Clermont-Ferrand qui s'appelle Acou Design pour proposer à l'Orient Express une acoustique très très haut de gamme dans l'Orient Express. Et on est très fiers de pouvoir avoir fait ça en collaboration avec une entreprise de Clermont-Ferrand. Le confort du voyageur, c'est aussi des dispositifs en matière de climatisation. On a également parlé récemment et travaillé, et on est exclusif à pouvoir proposer du traitement anti-Covid, donc des Covicides dans les voitures. Voilà, même si c'est une demande très marginale, aujourd'hui on réfléchit par exemple au traitement de l'air par le biais des climatisations dans les trains pour lutter contre les virus, entre autres. Voilà. Donc tout ce qui concerne le confort du voyageur va nous intéresser maintenant. Je le disais tout à l'heure en préparation, on est aussi face à un maître d'ouvrage qui s'appelle la SNCF, à qui il n'est pas si évident que ça de proposer des innovations. Donc on passe par le secteur privé. Que c'est gentiment dit. Oui, mais enfin, c'est une vérité que même la SNCF ne Une conteste pas. Allez, il faut le En tout cas, on a aussi donc une clientèle privée, et c'est l'Orient Express par exemple, parce que là c'est. Tu n'es pas obligé de tweeter là. On passe par le privé, pour convaincre, démontrer la faisabilité. Et je sais qu'un jour, peut-être, ou c'est sûr, mais quand je ne sais pas, on arrivera à le mettre en place dans des trains publics. Alors, n'oubliez pas que le marché ferroviaire est un marché en pleine mutation. On parle de privatisation de certaines lignes. Il y a donc une offre concurrente à celle de la SNCF qui est en train de s'organiser. On croit que cette offre concurrente va nous écouter beaucoup plus que peut nous écouter aujourd'hui, en tout cas la SNCF, et que ce sera probablement des opportunités à saisir. Donc, le confort du voyageur, oui. La mécanique, c'est pour le coup d'après, ou les rétrofits hydrogène, on l'a évidemment en tête. Mais voilà, chaque chose en son temps. Merci. En tout cas, je sollicite qu'on se rencontre pour parler un peu de ce qu'on essaye de travailler sur la filière ferroviaire qui s'appelle On-Rail au niveau de Cara. Parce que depuis cette année, donc on a une casquette de structuration de la filière ferroviaire, notamment au niveau de ces enjeux d'innovation. Donc on sera ravis de travailler avec vous sur ces enjeux et d'autant plus sur Clermont, parce qu'on voit qu'il y a à faire. Oui, écoutez, merci. En tout cas, vous avez compris que l'innovation, c'est un des leviers de rebond d'une entreprise en difficulté. Et on est très attentif à toutes les opportunités qu'on pourra, surtout localement, développer. Se mettre en relation, c'est une des raisons d'être d'Orbimob. N'hésitez pas à le faire. Je vais rappeler pour ceux qui nous suivent à distance que s'ils souhaitent poser des questions, c'est par le chat uniquement qu'elles peuvent le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à distance. Alors, on vous laisse le temps d'écrire la question ou la remarque si vous le souhaitez. Et puis ici dans cette salle, y a-t-il quelqu'un qui veut à nouveau intervenir ? C'est vrai que nos témoins ont été particulièrement clairs, précis, structurés. Et voilà, ça nous montre
Trois exemples très précis et une dimension programme d'avenir, et c'est aussi le sens de RugbyMob. Oui, bien sûr, vous pouvez intervenir. Je me permets, du coup. Je voudrais poser une question à mon voisin de gauche. Sur le circuit Charade, vous avez parlé de la fonctionnalité plateforme d'essai. Je voulais savoir quel est votre niveau de collaboration avec les plateformes Pavin et les plateformes Transpolis, qui sont certainement complémentaires avec la vôtre. À l'instant T, il n'y a pas de niveau de complémentarité. On travaille essentiellement avec une société de la région d'ailleurs qui s'appelle YesCities, une start-up dans l'IoT. Et on a débuté depuis quelques semaines des échanges assez fructueux et assez poussés avec l'Université de Clermont, justement pour regarder comment leur faire bénéficier aussi des plateformes capteurs qu'on va mettre sur les pistes du côté de Charles. Il y a une intervention. Oh, oui, pardon. Attendez, je demande d'abord s'il y a quelqu'un qui est intervenu dans le chat. Alors RugbyMob est très international, mais peut-être pas encore jusqu'au Tchad. Chat. Émilie, non? Ou Véronique, non? Non, elles étaient au Tchad, là. Alors j'ai une question pour Eric, aussi Eric Boudot. En termes de recharge dynamique aujourd'hui, est-ce que vous avez identifié une techno particulière? Est-ce que vous êtes encore ouvert à de l'expérimentation sur ces sujets? On sait qu'il y a les recharges par induction côté électron en Israël, les côtés de routes électrifiées qui peuvent être développées dans le transport routier de marchandises. Enfin, voilà, est-ce que vous avez déjà identifié des solutions techniques ou encore on peut agiter les cerveaux et travailler sur des choses un petit peu en rupture? Alors, après, il y a un gros parti pris sur l'induction. On pourra en parler des heures parce que l'induction est un vrai sujet. Nous, côté GCK, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même un investisseur privé avec un groupe qui a aussi des investissements lourds sur les technologies. On est plus focusé sur des technologies qui ont un horizon aujourd'hui, 5-10 ans de mise en œuvre réelle. Bien sûr, après, de par l'outil, on est ouvert à des discussions. L'induction, c'est un sujet complexe, c'est un sujet d'infrastructure assez complexe. On croit plus aujourd'hui à des expérimentations d'induction sur des garages, sur des zones paddock par exemple, c'est-à-dire de tester l'induction comme si on était chez soi avec son garage, parce que ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver un peu plus vite. L'induction au défilé sur la route, c'est lourd, et sur un circuit, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc ça ne peut pas être porté par un industriel comme nous sur le circuit. Mais à ta dispo, Rémi, si tu veux venir faire des investissements sur le circuit de Charade. Allez, une dernière intervention parce que voilà, dans 5 minutes, c'est l'autre focus. Oui, tu me fais signe qu'il y a quelqu'un. Je ne vois pas. Non, moi j'ai une question. Ah, pardon. Excuse-moi, Nicolas. Oui. Donc c'est aussi une question pour Eric Boudot. Donc RugbyMob, c'est le sujet des mobilités, notamment territoriales. On a échangé notamment, je vois Eric Malatré là, du commissariat de Massif Central qui viendra intervenir juste après, notamment sur le sujet des expérimentations de mobilité en milieu rural ou enfin milieu peu dense, en tout cas périurbain ou rural. Ces expérimentations-là ont besoin d'un volet technique, technologique, mais aussi d'un volet, on va dire, de mise en situation réelle. Par définition, les routes équipées au sein de Charade, ce ne sera pas la situation complètement réelle, en tout cas au sens de l'usage. Est-ce qu'il y aurait des possibilités de réfléchir à un rôle de Charade en appui à des expérimentations qui se feraient dans le territoire, mais pas strictement sur le site de Charade lui-même? Ah oui, ça fait partie des discussions que l'on est complètement ouvert à mettre sur la table. On en a parlé avec Patrick de beaucoup de sujets qu'il faut qu'on développe dans le cadre d'RugbyMob. Nous, de toute façon, on a aussi un projet qui est d'ouvrir vers l'extérieur de Charade. On vient de mettre, par exemple, un certain nombre de petits véhicules électriques pour essayer de faire aussi des découvertes de la chaîne des puits avec des roadbooks, mais en véhicules électriques et avec des circuits éco-responsables. Donc, on est ouvert à cette dimension de participer. Bien sûr, encore plus sur la partie technologique et industrielle. Bon, le circuit est une belle plateforme en soi, puisque on est très proche d'une route départementale avec ses dénivelés.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser la plateforme de Charade pour partir? Et surtout, pourquoi pas utiliser la plateforme de Charade pour demain faire aussi de la production décentralisée de certaines énergies? Et les compétences aussi qu'il pourrait y avoir à Charade, qui pourraient en lien avec des compétences qui existent ailleurs dans l'écosystème, mais qui pourraient aussi sortir de Charade. Ouais. Ça, c'est l'ambition du technopôle que l'on essaye de dynamiser. Je ne vais pas employer le mot porter. On souhaite être un acteur fort de cette logique, où on a besoin d'embarquer tout le monde avec nous, puisque on a des terrains, on a des ingénieurs, on a des partenaires industriels prêts aussi à positionner des ressources sur le site. Et je pense qu'effectivement, si on y va jusqu'à faire du labo comme on le souhaite, on pourrait avoir aussi des zones de travaux dédiées à des intervenants extérieurs.